Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette session de l'information. Voici le sommaire. La Haute Cour de justice amorce un nouvel envol de son fonctionnement au détour d'un séminaire de réflexion. Elle a réuni les acteurs du système judiciaire pour discuter des réformes nécessaires à son activation. Le paysage de l'entrepreneuriat est en pleine transformation et l'intelligence artificielle est au cœur de cette évolution. L'IA peut automatiser les tâches répétitives, affiner les stratégies de décision. Les avantages qu'offre l'IA aux jeunes entrepreneurs, c'est à suivre. Échange et partage sur les bonnes pratiques en matière d'accès au marché dans le cadre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Des acteurs du secteur public et privé affinent leurs connaissances. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat. C'est le thème qui a réuni à Lokossa les acteurs du système judiciaire pour tracer la voie à suivre pour dynamiser davantage la Haute Cour de justice au fin d'un renouvellement des pratiques pour assurer la redevabilité. Les travaux ont débouché sur des résolutions que nous présentent ici Évariste Zomaron et Samirat Tchabimane. Il aura fallu 4 jours de travaux, aussi bien en plénière qu'en atelier, pour s'accorder sur la manière de faire bouger les lignes afin que la Haute Cour de justice puisse réaliser sa mission juridictionnelle, rendre justice. Durant tous ces moments-là, la Haute Cour de justice est restée dans une léthargie qui ne dit pas ces mots à cause des règles qui l'animent. Nous avons eu à identifier les goulots d'étranglement à tous les niveaux pour que tout au moins la Haute Cour de justice puisse se réactiver et rentrer dans une pleine activité. Il y a des réflexions que l'Assemblée nationale elle-même devra pouvoir mener. Nous avons l'immense responsabilité, nous, juges de la Haute Cour de justice, de faire en sorte que les lignes bougent. Nous allons procéder à la relecture de la loi organique. Et pour y parvenir, il faut le soutien de l'Assemblée nationale parce que nous voulons juger les hommes politiques. Mais avant de les juger, il faut enlever l'immunité. Satisfaite, la présidente Dandi Yamo entrevoit une activation possible de la fonction juridictionnelle de son institution, car les résolutions issues du rapport général de ce séminaire permettent d'espérer. Cette lueur d'espoir est née grâce à vos efforts conjugués pour la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Les principales conclusions, comme indiqué dans le rapport général, permettent d'espérer la tenue d'audiences juridictionnelles pour donner suite au dépôt de plainte dont elle est saisie. Car une juridiction n'existe que lorsqu'elle rend des décisions. Nous avons l'obligation d'exister concrètement. Les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée nationale pour une véritable mise en œuvre de la responsabilité pénale du président de la République et des ministres pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions. Et ce nouveau pas vers une sécurité renforcée au Bénin, c'est le fruit d'un partenariat entre l'ambassade des États-Unis près le Bénin, l'Organisation internationale des migrations et la police républicaine. Il s'agit là d'un don d'équipement essentiel, conséquent et surtout stratégique qui vise à renforcer l'intégrité nationale et à transformer les menaces qui pèsent sur les frontières béninoises en souvenirs lointains. La remise officielle de l'appui a eu lieu à la direction générale de la police républicaine. Aélodjou Amoussou et Brice Deogracias Menaï nous font revivre la cérémonie. C'est un acte symbolique qui vise à améliorer les conditions de travail des agents de la police républicaine. Ces équipements mobiliers viennent renforcer leur capacité logistique. Les États-Unis sont fiers de jouer un rôle actif dans le soutien au secteur de l'application de la loi et de la sécurité au Bénin. Nous voulons contribuer à rendre la société plus sûre et plus sécurisée. Les équipements qui nous présentons aujourd'hui joueront un rôle crucial dans la modernisation
des opérations des forces de police. La présente dotation comprend 2 véhicules, 12 motos et leurs accessoires, des détecteurs de métaux, des radios VHF, du matériel d'inspection et des mobiliers et accessoires de facilitation de la formation initiale et continue des agents de police. L'ensemble de ces équipements immobiliers d'une valeur d'environ 90 millions de francs CFA constitue une première phase de l'intervention soutenue par les États-Unis d'Amérique. Les équipements MIDAS de facilitation des contrôles aux frontières et des mouvements migratoires, ainsi que des équipements informatiques viendront compléter cet effort en appui à la stratégie du gouvernement du Bénin. Ces outils permettront à la police républicaine d'être toujours bien informée des mouvements de population et donc d'être plus efficace dans les opérations de contrôle au point d'entrée et de contribuer ainsi à sécuriser les espaces frontaliers et partant tout le pays de manière proactive. Ce don d'équipement constitue une bouffée d'oxygène pour la police républicaine dans sa volonté d'asseoir un climat de paix et de sécurité au Bénin. Merci. Sur vos applaudissements. Merci. Et la Poste du Bénin se réinvente et célèbre 134 ans de vie, de service et de contribution au développement socio-économique. Au détour de la journée mondiale de la Poste, célébrée en différé, les postiers du Bénin ont fait le bilan de leurs activités et ont profité pour primer les lauréats du concours national de composition épistolaire ainsi que les gagnants de la tombola de la Caisse nationale d'épargne. Le film de la cérémonie avec Ramatou Lawani, Ayelodjou Amoussou et Brice Deogracias Menaï. 134 ans déjà que les premiers services postaux du Bénin ont été créés. Malgré les nombreux défis, la Poste du Bénin continue de faire des prouesses avec des réalisations significatives. Nous avons aujourd'hui 112 agences sur 66 des 77 communes du pays. Nous contribuons significativement à l'inclusion financière au Bénin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 940 000 comptes ouverts pour une population d'environ 15 millions d'habitants. C'est significatif. Nous contribuons aussi à l'inclusion numérique. Il y a à peu près 3 mois, nous avons signé avec l'ANIP un partenariat qui nous permet de rendre disponible aux populations dans certaines de nos agences les services d'émission d'actes d'état civil de l'ANIP. Aujourd'hui, le secteur postal représente toujours une infrastructure puissante. Le réseau combiné de 618 000 bureaux de poste et d'un peu plus de 5 millions d'employés constitue un atout unique pour les opérateurs désignés du monde entier. Le secteur postal est donc un partenaire naturel des gouvernements pour la réalisation des objectifs de développement durable. La coopération au développement mise en œuvre dans la région est gérée par une équipe régionale au siège du bureau international et 5 bureaux régionaux situés à Cotonou. Aujourd'hui, la Poste du Bénin se réinvente et cette journée commémorative est l'occasion de récompenser les 10 lauréats du concours national de composition épistolaire édition 2024 ainsi que les lauréats de la tombola Caisse nationale d'épargne. Je suis très heureuse par rapport au lot que je viens de recevoir après avoir gagné le concours épistolaire. Je pense que la Poste du Bénin est une bonne organisation car elle a plusieurs structures et elle aide beaucoup également la population. Je suis vraiment contente d'avoir gagné la moto Djanana à la Poste du Bénin. Si la Poste du Bénin s'est adaptée au fil des ans, le défi désormais est l'amélioration de la qualité du service et l'inclusion financière et numérique des populations. Un nouveau jeu de société, le jeu 7 Empires, les trésors de Taka. On parle à présent de l'intelligence artificielle qui émerge comme le catalyseur incontournable de la productivité pour les entrepreneurs. Elle peut automatiser les tâches répétitives, affiner les stratégies de décision grâce à l'analyse des données et même prédire les tendances futures. Mais en réalité, quels sont les avantages qu'offre l'IA aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui? Génial Afouda Monsiaboka, Igor Ayosso et François Insou nous donnent ici des éléments de réponse. Grâce à l'IA, vous pouvez devenir data scientist, juste interpréter les données. Vous pouvez devenir ingénieur en IA, créer des algorithmes, créer des IA. Le paysage de l'entrepreneuriat est en pleine mutation. Au cœur de cette métamorphose, l'IA. L'intelligence artificielle devenue aujourd'hui un outil incontournable avec un impact multidimensionnel dans le monde entrepreneurial. Lorsque vous prenez une entreprise sans intelligence artificielle, une avec,
Il y a une différence, il y a une grande différence entre les deux. Il y a une différence de longueur d'avance. L'entreprise avec l'intelligence artificielle a une longueur d'avance sur l'entreprise sans intelligence artificielle. Par exemple, il y a des youtubeurs qui arrivent à gagner de l'argent, à réaliser des vidéos à l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a des tas d'outils d'intelligence artificielle qui sont conçus pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir mieux exécuter leurs tâches, de faire le travail. Ça leur permet en plus de gagner du temps, en plus de gagner de l'argent. Des avantages que confirme ici Takdir Salami. L'intelligence artificielle est devenue pour le jeune entrepreneur une véritable passion. Le styliste y a fréquemment recours pour exécuter ses tâches. Ça me permet de moins réfléchir parce que je vais beaucoup plus vite dans la recherche de modèles dont j'ai besoin. Et voilà, j'ai pas besoin d'aujourd'hui comme avant de dessiner forcément. Avec l'IA, je peux retrouver facilement des tenues dans le genre que je recherche et je peux faire des modifications aussi facilement que de devoir encore dessiner un peu comme on faisait avant et tout. L'intelligence artificielle offre donc de nombreuses solutions aux entrepreneurs, quitte à être assimilée à une marque de l'entrepreneuriat rentable. L'IA et l'entrepreneuriat, deux notions en parfaite symbiose, est tournée vers l'avenir. Intéressons-nous à présent aux bonnes pratiques en matière d'accès au marché de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Des acteurs des secteurs publics et privés des 8 États membres de l'UEMOA se sont réunis à Cotonou. Des discussions qui visent à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises communautaires. C'est ce que nous apprend Alexandra Thiotran à travers ce Téléman. Renforcer la compétitivité des économies, promouvoir l'industrialisation et développer les chaînes de valeur, telles sont les ambitions des États à l'origine de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine. Cette rencontre vise à faire le point des bonnes pratiques observées dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Nous, au secteur privé, nous avions tendance vraiment à créer, à transformer nos produits. Le Bénin, 13 millions d'habitants, veut consommer combien de produits? Nous sommes obligés de changer avec le Bénin, avec la Guinée-Bissau, avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, vraiment pour qu'il y ait échange. Ce séminaire vient à point nommé parce que très souvent, nos organes mettent en place des facilitations autour desquelles il n'y a pas de communication. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est un séminaire d'échange d'expériences, quelque chose qui est très capital parce que les expériences des entreprises ne sont pas les mêmes dans tous nos États. La mise en œuvre d'actions fortes permettant au secteur privé de saisir la zone de libre-échange continentale africaine comme une opportunité est fortement encouragée. La Commission de l'UEMOA est soucieuse des retombées économiques de la mise en œuvre de la ZLECAf pour l'espace UEMOA. Elle est donc aux côtés des États membres afin de les aider à maximiser les gains attendus et mitiger les risques éventuels. C'est pourquoi elle s'inscrit en droite ligne avec les organisateurs de ce séminaire qui permettra d'améliorer le niveau de connaissance de certains acteurs clés des administrations publiques et surtout du secteur privé sur les dispositions de l'accord ZLECAf. Initiée par la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, cette rencontre bénéficie du soutien de l'Union européenne. Et du 4 au 8 novembre prochain se tient à Cotonou la conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la riposte aux épidémies et catastrophes APORA. Cette rencontre qui regroupe 32 pays membres et 6 pays observateurs va se pencher sur des thématiques comme l'exercice de simulation. Le colonel-major Léonce Aranvoyeke nous donne plus de précisions sur cette rencontre de haute portée. Il est ici au micro de Christelle Tongodo et Wenceslas Arouaimon. C'est dit que la conférence de Cotonou reste unique pour 2 raisons. La première, c'est que c'est la toute première fois dans l'histoire de cette alliance qu'un exercice de simulation grandeur nature présente une solution intégrée impliquant les acteurs du ministère de la Santé, ceux du ministère de la Décentralisation, des acteurs du ministère de l'Intérieur et bien évidemment les acteurs du ministère de la Défense face aux fléaux que sont les épidémies et les catastrophes. Parce que nous sommes conscients que les épidémies
sont ravageuses dans nos pays. Les catastrophes déciment nos populations dans l'essentiel donc des pays membres de APORA. Et le Bénin a voulu rompre avec la tradition des exercices, des conférences en salle pour nous mettre en face de la réalité. Vous savez que nos pays, pour l'essentiel, sont de gros éléphants parce que nous écrivons beaucoup de documents en matière de gestion des épidémies et catastrophes. Mais pour la réalité, nos pays sont de toutes petites souris en matière de mise en œuvre de ces documents que nous élaborons. Et c'est pourquoi cet exercice de simulation va éprouver tous les documents que notre pays a élaborés. Les autres activités à Cotonou, c'est les 10 ans de l'Alliance APORA. 10 ans, ça se fête. L'Alliance APORA n'est pas un organisme festif. Parce que ces 10 ans, nous aurons à fêter les 10 ans à la place de l'Amazone, où la diversité culturelle du Bénin sera présentée à nos hôtes de marque. La vocation de notre pays est que les Africains sont chez eux, ici. On peut considérer que c'est leur deuxième pays. Et comme tel, si c'est leur deuxième pays, nous devons bien les accueillir. L'image qui restera sera la chaleur et l'enthousiasme entre les populations béninoises et les délégations donc, de l'Alliance, et évidemment entre les délégués de différents pays. L'ouverture des travaux de l'agence APORA, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF, a offert des soins gratuits, des soins de santé notamment en rhumatologie aux populations de Banikwara et de Natitengu. C'était à la faveur de la deuxième phase de la 11e édition des consultations médicales foraines. Le point d'étape de la cité des Nantos, ici avec Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Un seul centime en est sorti de la poche de ces patients pour leurs problèmes de rhumatologie. Derrière cette opportunité de soins gratuits, la mise en œuvre effective de la politique nationale de développement des espaces frontaliers. Une politique territoriale à dimension multisectorielle. Et c'est pour cela que la médecine est prise en compte. La BGF, qui s'appuie sur cette politique, sur son programme, fait en sorte que les médecins vont vers les populations pour que ces populations puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation et puissent connaître l'utilité et la présence de l'État à leur côté. Je souhaite L'ABJF a sollicité l'expertise de la Société béninoise de rhumatologie pour redonner le sourire aux populations victimes de différentes pathologies. Les affections de l'appareil locomoteur, les maladies qui touchent les os, les articulations ou les jointures, les tendons, les muscles et que sais-je. Nos remerciements particuliers à l'endroit du directeur de l'ABJF. J'avais une jambe qui me faisait très mal. Ils m'ont consulté gratuitement et ils m'ont donné aussi les produits et je les remercie beaucoup. Et on est content. Ils ont fait les consultations gratuites. Des produits chers qu'on achetait à 20 000, 15 000, 30 000 par là. Et aujourd'hui, on nous donne ça gratuitement. Vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu les bénisse. Je voudrais à travers cette œuvre saluer l'initiative de la BGF, saluer le leadership du directeur général et toute son équipe. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier les relais communautaires et les agents de santé pour le travail abattu et les sociétés savantes en médecine. Une troisième phase de cette 11e édition est prévue pour décembre 2024. À ce jour, ces consultations foraines périodiques ont permis à l'ABJF d'impacter environ 65 000 personnes dans les 29 communes frontalières sur les 36. Merci beaucoup. On parle à présent du kanvo, ce tissu emblématique de la culture béninoise qui change de look. Si vous aviez pris l'habitude de le porter avec des anciens modèles, sachez qu'aujourd'hui il est porté
autrement. Témoignage d'une volonté de réaffirmer l'identité culturelle béninoise. Les nouveaux styles de vêtements cousus avec le canvas, c'est une découverte de Saint-Tiche Kekmon, Edmond Humbo et Bernol Tchogui. Les tissus unis en canvas, et tout ça, c'est un travail artisanal qui est fait à la main là-dessus. Quand on voit, on ne dirait pas que c'est du canvas en réalité. Bien sûr que c'est du canvas et on peut l'utiliser pour faire tout ce qu'on veut. Le canvas, fruit du savoir-faire des artisans béninois. À l'origine, il était souvent associé à des occasions traditionnelles et cérémonielles. De nos jours, le canvas est sorti du couloir traditionnel. Il évolue au rythme des changements sociaux et influences contemporaines. Tout ce qui est tissé à la main, tout ce qui est handmade a une valeur inestimable. Et donc le canvas est en train de s'introduire tout doucement dans la mode. Et aujourd'hui, ça se porte sous toutes les formes parce qu'il y a eu du travail qui a été fait, surtout pour la souplesse. Donc aujourd'hui, on a des canvas assez légers, assez fins, faciles à porter pour toute occasion. Vous pouvez le porter comme vous le souhaitez. Par exemple, là, je vous montre un kimono avec un pantalon en pagne tissé canvas que vous pouvez porter pour aller travailler, pour aller à un cocktail, pour aller chiller, pour aller à un événement à l'international. Parce que oui, ça vient du Bénin et on peut le dire avec beaucoup de fierté. Vous pouvez également vous amuser à les accessoiriser avec vos sandales, c'est couvert de canvas. Hier, on ne le faisait pas, aujourd'hui, c'est faisable. Et il se porte très bien également en accessoires de mode. Je trouve que c'est plutôt joli, n'est-ce pas? Les créateurs locaux jouent un rôle clé dans ce progrès. Ils actualisent les motifs et les coupes. Sous l'œil doigté, le canvas devient plus accessible et plus attrayant. Ça, c'est la force. Nous avons fait un dessin pour incarner la force même de l'humanité. La tête qui a été représentée de cette façon-là, le corps là, les pieds en bas, et tout en bas, c'est la terre. Pourquoi nous avons rajouté des pierres qui brillent? L'être humain brille par sa nature. Là, on peut également porter des vêtements en canvas fait au Bénin, mixés avec d'autres matières pour aller travailler. J'adore lorsque vous avez des chemises, par exemple en lin, et avec un soupçon de canvas griffé quelque part, c'est bien fait, c'est assez sobre et très élégant. Et j'aime bien faire un mélange de chemise canvas avec du jean et de basket en bas. Et donc ça fait jeune, ça fait un mélange de modernité, du traditionnel. Entre modèles décalés, t-shirts ou autres, le canvas New Look devient un trait d'union entre tradition et modernité. Portons canvas, portons béninois. Et la promenade culinaire arrive à Cotonou. Imaginez un événement culinaire qui vous transporte à travers les meilleurs restaurants de la ville de Cotonou, et cela à un prix unique. Il s'agit de la promenade culinaire de Cotonou, un rendez-vous unique que nous présente ici Alain Soutchoumain et Wenceslas Amoaimo. C'est un voyage où vos papilles gustatives vous plongent dans l'univers gastronomique local et international. La promenade culinaire, qui est à sa 2e édition, est une initiative de l'association Cooking with Aziz and Friends, en partenariat avec l'Agence béninoise pour le développement du tourisme. Le concept de la promenade culinaire est en fait la fête du restaurant pendant 10 jours, où les restaurants qui participent sont à un tarif unique pendant ces 10 jours. C'est un concept américain que j'ai fait aux États-Unis et que j'ai amené en Afrique en l'adaptant. Et nous l'avons fait là à Cotonou, nous l'avons fait à Dakar et à Abidjan. Ça permet de mettre en avant ce que nous avons de meilleur en découvrant surtout ces plats. Certains ne connaissent pas ces plats ou certains les découvrent dans une cuisine un peu fusionnée pour justement la rendre encore plus appétissante, la plus belle. Car nous savons, je le sais en tant que promoteur culinaire, que le challenge souvent c'est comment notre cuisine est exportée au-delà de nos frontières. Durant 10 jours, le public est invité dans différents restaurants du pays
pour un tourisme local avec des plats copieux au rendez-vous. Pendant ces 10 jours, les différents restaurants qui participent ont créé un menu spécial qui permet au public de venir les découvrir ou de les redécouvrir. Mais l'originalité est que le prix est le même dans tous les restaurants. Il n'y a pas une différenciation de tarifs. Et nous avons une gamme très large de restaurants. Certains sont les restos-hôtels de la place qui sont très connus et certains sont juste des petits restaurants. Donc toutes les tailles sont au rendez-vous. Et également Porto Novo. Nous avons cette année, est-ce que c'est la 2e édition, nous avons fait cet événement également l'année dernière, mais cette année nous avons Porto Novo qui rejoint également la promenade culinaire. Du 1er au 10 novembre 2024, la gastronomie béninoise sera mise en avant et révélée davantage au monde entier. Et avec ce régal, nous allons à présent faire le tour des réseaux sociaux avec Stanislas Linkmon. Le Ballon d'Or 2024 est au cœur d'un lot de polémiques sur la toile. Et le Ballon d'Or 2024 sera Rodri, un milieu de terrain qualifié de phénoménal ces dernières années, un milieu de terrain ici récompensé Ballon d'Or 2024. Seulement, sa distinction est loin de faire l'unanimité. De Facebook à TikTok, en passant par le réseau social X, des passionnés de football désapprouvent. Comment c'est possible que Vinicius n'ait pas eu? Pour le Ballon d'Or, moi je suis désolé, c'est un scandale. Rectificatif, Rodri, le joueur de Manchester City, mérite ce prix. Il est un milieu de terrain moderne, un milieu offensif qui sait tout faire, clament ses fans. De l'autre côté, les performances de Vinicius sont mises en avant. Pas de comparaison, il n'y a pas match, assure le camp de joueurs de Real Madrid. Les supporters de Vinicius voient dans la distinction de Rodri une sorte de favoritisme sur fond de racisme. Avant qu'il donne le nom de Rodrigo dans la salle, écoutez très bien la famille. C'est du vol. Le monde entier est en train d'écouter ça. Écoutez très bien, écoutez. Suspense, everyone. Let's hear George Weah. Erreur rétoque la partie adverse selon qui le talent seul est insuffisant pour gagner le Ballon d'Or. C'est un ensemble, réagissent les soutiens de Rodri qui opposent aux mécontents. Ce document audiovisuel montrant certains anti-jeux du concurrent de Rodri. Ces derniers brandissent aussi les critères du vote. D'une polémique à une autre, mais toujours autour du Ballon d'Or 2024. À l'origine, ce geste inattendu capté, atterri sur les réseaux sociaux, la toile crie au scandale. En effet, avant le démarrage de la cérémonie du Ballon d'Or 2024, la femme de Didier Drogba défilait sur le tapis rouge avec son mari. Didier Drogba aperçoit Sandy Heribert, sa co-présentatrice de la cérémonie, et la rejoint pour prendre des photos. En voulant ajuster sa robe, la co-présentatrice a failli balayer le visage de l'épouse de Drogba avec sa robe. Le geste a offusqué des milliers d'internautes. À coups de tweets et commentaires, ils ont manifesté leur indignation. Gênée, l'épouse de Drogba, à travers une publication, a appelé au calme et au respect de Sandy Heribert qu'elle trouve adorable et brillante. Et depuis, le ton a changé. Il est l'heure à présent de faire le tour d'horizon de l'actualité au plan international, une compilation de heureuses d'Anondé qui porte la voix de Brice Deogracias Menahi sur des images de nos correspondants de l'agence France Presse. Les conservateurs britanniques en proie à des difficultés ont élu Kemi Badenoch, candidate anti-woke, à leur tête en remplacement de Rishi Sunak qui a démissionné après les résultats désastreux du parti lors des élections générales de juillet. Pour être entendus, nous devons être honnêtes sur le fait que nous avons commis des erreurs, honnêtes sur le fait que nous avons laissé nos standards nous échapper. Le temps est venu de dire la vérité, déclare Badenoch dans son premier discours en tant que chef du parti conservateur. Le Népal s'inquiète d'une recrudescence de la dengue sur son territoire. Cette réapparition de la maladie serait la conséquence du changement climatique et de l'urbanisation. Depuis le début de l'année, plus de 28 000 personnes sont infectées et 12 en sont mortes. Les médecins sont persuadés
que ces chiffres sont probablement sous-estimés. Journée de deuil en Serbie après 14 morts dans l'effondrement d'un toit de gare. Des résidents de Novi Sad allument des bougies et déposent des fleurs devant la gare. C'est tout simplement inconcevable, c'est terrible, déclare une retraitée venue rendre hommage aux victimes de l'effondrement. Les candidates de Miss Univers, maquillées pour le jour des morts au Mexique. Elles arrivent à un gala maquillé en Catrinas, un symbole de la fête des morts dans le pays. Les Mexicains célèbrent le jour des morts 2 semaines avant la cérémonie du concours de beauté international annuel. Ostdunkirk, dernier endroit au monde pour pêcher à cheval les crevettes. Pendant les vacances scolaires, les touristes viennent dans cette commune belge pour voir la pêche aux crevettes à cheval. Si cette tradition côtière a peu à peu disparu à travers l'Europe, elle s'est maintenue ici, en Belgique, où elle est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Le programme se poursuit sur la télévision nationale. Bon dimanche à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous.